No, ma cercare? sì, vabbè, ti fai la ragazza. Io a 23 anni. Que dire aujourd'hui à ces garçons et ces filles de 20 ans, d'une société exsangue, en partie corrompue, où aucun idéalisme n'a la permission d'exister dans les consciences? L'Italie aurait-elle oublié sa propre histoire? Des générations depuis la guerre et le fascisme se sont insurgées, ont été sacrifiées. Léonie Ginsburg a fait de l'acte de langage un acte politique. Sa radicalité profonde a éprouvé l'époque de répression et de fermeture dans laquelle il a vécu. Bien sûr, il n'y a pas de parallèle à commettre. Les époques ne sont pas comparables. Mais toi qui viens ici étudier encore la poésie, la littérature, l'histoire, à quoi crois-tu? Que défends-tu? Quand t'engages-tu? Et puis c'est quoi pour toi, être jeune face à l'histoire? Léonie Ginsburg est née dans cette maison en 1909 à Odessa, dans une famille aisée et cultivée. Il a une sœur, Maroussia, et un frère, Nicolas. Sa mère, Vera Grilich, en yiddish Hava Golda, est une femme très active qui parle le russe, le français, l'allemand, l'italien. Son père, Teodoro Fyodor Ginsburg, Tanhum Notkovitch Ginsburg, est un homme d'affaires qui voyage beaucoup à travers l'Europe. La famille Ginsburg passe tous les ans l'été en Italie, à Viareggio près de Pise. Léone est né d'un amour de sa mère Vera pour Renzo Segre, le frère de Maria Segre, une amie de Vera, devenue institutrice à Odessa des enfants Ginsburg. La Première Guerre mondiale surprend la famille Ginsburg en Italie. Vera confie alors son plus jeune fils à Maria, et d'août 1914 à décembre 1919, Léone est grandi auprès de sa tante, à Viareggio. La famille Ginsburg retrouve alors Léone pour s'installer d'abord à Berlin, puis définitivement à Turin, en 1923. Un an plus tôt, le 28 octobre 1922, la marche sur Rome a permis à Mussolini de devenir Premier ministre. Politiquement malin, Mussolini tente d'abord de faire oublier la violence des rues, en collaborant avec des partis modérés du centre et de la droite. Mais grâce à une loi sur mesure, le parti fasciste obtient en 1924 la majorité absolue, et d'un coup marginalise toute l'opposition. Au début de l'année 1925, Mussolini annonce clairement la mise en place de la dictature. Les fascistes tiennent Rome. Au même moment, c'est ici, au lycée d'Azeglio de Turin, qu'un groupe d'amis se forme. Il y a Cesare Pavese, Massimo Mila, Vittorio Foa, Giulio Einaudi, Franco Antonicelli, Norberto Bobbio et Léonie Ginsburg. Leurs professeurs s'appellent Umberto Cosmo, Tino Zini, Augusto Monti. C'est à Turin que s'est réfugié dès le début des années 20 l'intellectualisme dit militant et que paraissent les hebdomadaires L'Ordine Nuovo et La Rivoluzione Liberale, rédigés par un groupe de jeunes gens engagés dont le chef de file se nomme Piero Gobetti. Gobetti croit en un libéralisme des Lumières, fondé sur le principe d'un progrès moral et civil, qui ne peut s'épanouir que là où la liberté totale de l'individu permet la remise en question de toute forme politique, sociale, culturelle.
Au bout du Corso Re Umberto ou de la Via 20 Settembre, il était simple de rejoindre le centre, et finalement la Piazza Castello était à côté. Le groupe allait de café en café, parlant, l'un des garçons rattrapant l'autre. Vers le pavé recouvert de soleil, il marchait, droit, élancé, comme les ombres de l'avenir. Il fermait les yeux, respirait le parfum des chevelures qui bougeaient parce que les jeunes filles qui passaient se mettaient à rire. Elle les laisserait au coin de la rue, eux, les garçons, soudain immobiles, avant de franchir la porte vitrée du café où déjà leur maître, Augusto Monti, s'était installé pour les attendre. Léoné Ginsburg, dont on loue déjà la maturité, la richesse de la pensée et le style littéraire, se rapproche d'Augusto Monti. Et Monti, toujours surpris par son élève, lui fait emprunter tous les livres de la littérature classique italienne, en commençant par Dante, puis les ouvrages contemporains disponibles de Croce, le grand intellectuel du moment, qui relie le libéralisme de Gobetti à la tradition du Risorgimento, le temps de l'unité italienne. Léone entraîne à son tour ses amis entre les rayonnages de la bibliothèque pour qu'ils puissent choisir ce qu'il considère désormais, lui, essentiel en littérature. Dante, Leopardi, même Pirandello, Manzoni. Ainsi commence l'histoire d'un groupe de jeunes garçons qui s'engagent dans la politique et la culture. Cesare Pavese sera l'écrivain italien du XXe siècle. Giulio Einaudi, l'un des plus grands éditeurs. Norberto Bobbio, le philosophe référent de l'histoire et du droit, Massimo Mila, un musicologue réputé, Franco Antonicelli, journaliste et éditeur, Giorgio Agosti, magistrat, Vittorio Foa, un avocat et une figure centrale de la vie politique italienne. Léoné Ginsburg, né russe à Odessa, deviendra un grand résistant antifasciste et le premier vrai éditeur de la maison Einaudi. Mais n'allons pas trop vite. Nous sommes encore à Turin, dans le Piémont, au nord de l'Italie. Nous sommes encore en 1925. Il y avait vraiment une dimension qui était absente de l'amitié à l'époque, c'était la notion de cool. Entre amis, on n'est pas cool. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas... Il n'y a rien de moins relâché que l'amitié. Il n'y a rien de plus intransigeant que l'amitié. Et les égards réciproques que se doivent les amis, c'est d'être implacable. 1926. Les lois fascistissimes entrent en vigueur. L'Italie évolue désormais sous un régime autoritaire, nationaliste et violent. Le pouvoir fasciste supprime les partis d'opposition, suspend la liberté de la presse, annule toutes les nouvelles émissions de passeports, surveille de manière extensive la société civile. Ordre est donné de tirer à vue sur tous ceux qui chercheraient à fuir le pays. Février 1926. Le professeur Umberto Cosmo rentre dans la classe et apprend à ses élèves avec beaucoup d'émotion la mort à 25 ans de Piero Gobetti à Paris, où il s'était réfugié, épuisé par les agressions des milices fascistes venues sur ordre de Mussolini le persécuter. Quelques mois plus tard, dans la salle de classe, Léone et ses amis attendent. Le professeur Umberto Cosmo n'arrive pas. Il vient en fait de démissionner de l'Éducation nationale. Dans sa lettre de démission, on trouve la photo de Piero Gobetti. Léone commence à écrire Vie héroïque de Lucio Sabatini, une histoire des milices fascistes en Toscane, puis avant la fin du lycée, il finit 2 romans. Encouragé par le professeur Monti, il publie aussi dans des revues un premier article sur l'antifascisme, puis sur Anna Karénine, le roman de Tolstoï dont il commence la traduction.
Promenade le long du Pô l'hiver lorsqu'il fait froid et que le brouillard s'est levé. Leone et Cesare, les deux amis, marchent en silence. Leone aime particulièrement cet endroit avant d'arriver au pont Vittorio lorsque l'eau est plate le matin. De l'autre côté, vers la colline, Leone aperçoit l'église blanche, en ombre à contre-jour. Il aime les jours où Cesarito, est avec lui. Cesare est un rameur. Le bruit de l'eau que l'on déplace ainsi, c'est pour Leone le bruit familier de son ami. Tous deux ont 17 ans, en apprentissage du silence avec le bruit de la rame et du pas. « 1927, c'est l'université. Les amis fréquentent maintenant la faculté de droit ou celle des lettres. Après les cours, on se retrouve chez les Ginsburg via Vico. Le professeur Monti continue à réunir ses anciens élèves. Les discussions sont animées. Comment se battre contre le fascisme? Avec quelles armes? Avril 1928. Augusto Monti continue de pousser Leone à écrire sur la littérature russe. Mais les sentiments de Ginsburg sont partagés. D'un côté, c'est retrouver son enfance et la langue de sa mère. De l'autre, Leone veut oublier qu'il est russe, pour se souvenir qu'il est italien, l'origine de son vrai père. Leone, issu d'une éducation qui tend au cosmopolitisme, s'oppose à l'idée d'une seule origine, mais surtout, il veut appartenir à la nationalité du pays où il vit. Il rencontre Croce. Le philosophe, cet esprit singulier qui l'a guidé depuis le lycée d'Azeglio, enthousiasme le jeune étudiant. Leone comprend en quoi le libéralisme de Croce peut construire une pensée du contre-pouvoir. Croce est pour Ginsburg l'homme du manifeste de 1925, un texte qui avait été signé par plusieurs intellectuels antifascistes. Lorsque Croce évoque au jeune homme la notion de religion de la liberté, Leone pose la question: comment faire pour la mettre en place? L'été, Pavese entraîne la bande à faire de la rame. Plein soleil, dans le souffle de l'effort soutenu, chacun entend sa propre respiration, et par bribes, les éclats de voix des pergolas au bord du fleuve. Cesare exprime avec passion à Leone sa découverte de la littérature américaine. Sinclair Lewis, Herman Melville, John Dos Passos, William Faulkner. Leone s'enflamme. Il parle, lui, de Tolstoï, de Dostoïevski, de Pouchkine et de sa dernière révélation, Isaac Babel. La thèse de Pavese, qui porte sur le poète américain Walt Whitman et son recueil Feuilles d'herbe, ne trouve aucun directeur d'études. Face à l'université fasciste, Leone a réussi à lui trouver un professeur à même d'accepter une soutenance dédiée à un poète si éloigné du régime. En fait, Ginsburg va faire ce qu'il ne cessera de faire pour Pavese, c'est-à-dire une espèce d'agent littéraire. Et donc, ça c'est un trait extraordinaire de Leone Ginsburg, c'est qu'il consacre une bonne partie de son temps social à promouvoir ses amis. Mars 1929. Umberto Cosmo a envoyé une lettre de solidarité à Croce qui a affirmé son désaccord à Mussolini dans le débat sur le Concordat au sein des accords du Latran. À la question de l'enseignement religieux dans l'instruction publique, Croce proposerait de le remplacer par celui des droits humains. La lettre de solidarité a circulé à l'université. Elle a été signée par Franco Antonicelli, Massimo Mila et d'autres. Leone Ginsburg, Cesare Pavese ont refusé de signer parce qu'ils contestent la formulation des propos. Mais pour Leone, c'est surtout son statut d'apatride qui l'empêche de signer.
Leone voit son ami Antonicelli et d'autres arrêtés pour activité antifasciste et son ancien professeur condamné à 5 ans de relégation à l'île d'Ustica. Franco Antonicelli, lui, est relâché 1 mois et demi plus tard. Pour agir, il paraît alors urgent à Leone d'obtenir la nationalité italienne. « 1930, Leone a 21 ans. Il est maintenant majeur. 1931. Le 8 octobre, Leone Ginsburg obtient la nationalité italienne. Leone poursuit son travail de traducteur. Avec la fougue et l'intransigeance de sa jeunesse, il s'attelle à de grands textes. En introduction à La Dame de pique, plutôt que de souligner le romantisme de l'œuvre russe et d'entretenir le cliché de l'âme slave, Leone met en avant le renoncement possible d'un type humain, le désintéressement presque héroïque, l'engagement au nom des idées et de la dignité humaine. La règle à laquelle il faut se tenir, même en y sacrifiant ses propres émotions, est celle de l'honneur, écrit Pouchkine. Cette même année, Leone Ginsburg conseille à son ami Antonicelli, déjà éditeur chez Frassinelli, de faire traduire un nouveau texte qu'il a découvert dans la littérature russe contemporaine, Cavalerie rouge d'Isaac Babel. Même s'il émet certaines réserves sur le travail du traducteur choisi par son ami, Leone en écrit une critique plutôt élogieuse dans la revue Pégase. « 1932. Le marché de l'automobile en développement donne un essor économique au pays. Des filatures de coton concurrencent l'industrie du cuir, des centres de fabrication d'aéroplanes et de ressources hydrauliques se créent. Le fascisme fête triomphalement ses 10 ans. Mussolini défile dans les rues de Turin. Leone Ginsburg obtient une bourse pour se rendre à Paris et achever son mémoire sur Maupassant. Il rencontre les antifascistes qui ont fui Turin pourchassés par la police. Aldo Garosci et ses amis militants, surtout les frères Rosselli, fondateurs et premiers dirigeants du mouvement Justice et Libertà, une des branches de la résistance antifasciste qui va défendre un possible socialisme libéral. Carlo Rosselli écrit « Lutter contre le fascisme, c'est lutter contre un certain type de mentalité, de sensibilité et de tradition italienne. C'est pourquoi la lutte ne peut consister en un simple problème de renversement mécanique du régime. C'est avant tout un problème d'éducation morale et politique, de nous-mêmes et d'autrui, indépendamment de toute division de classe. » L'antifascismo non era soltanto una scelta politica, ma diventava una scelta esistenziale. Sceglievi di essere antifascista mettendo a rischio la tua vita, la tua famiglia, la tua carriera, la tua dimensione umana. Due modelli di cospirazione si affermano in questo contesto. Uno è quello comunista, una cospirazione organizzata, severa, un forte legame con l'Unione Sovietica, il tentativo di replicare le forme organizzative del partito bolscevico durante lo zarismo. L'altro modello è il modello di giustizia e libertà. È un modello che ho definito la cospirazione alla luce del sole, proprio perché entrare in giustizia e libertà voleva dire alimentare la propria lotta contro il fascismo senza però rinunciare alla propria vita, senza rinunciare alla propria esistenza quotidiana, al proprio lavoro, alla propria collocazione nella società. Questo modello era un modello ovviamente che lasciava respirare un clima politico, un clima culturale molto diverso da quello dell'universo comunista, che però, come dire, aveva dei suoi risvolti negativi nella facilità con cui, per esempio, la polizia fascista riusciva a infiltrarsi dentro l'organizzazione di giustizia e libertà. Rentré à Turin, Leone Ginsburg s'engage radicalement dans la vie politique. Il intègre l'un des groupes turinois de Justice et Libertà, où il retrouve plusieurs de ses amis,
Augusto Monti, Carlo Levi, Massimo Mila. Ils sont rejoints par Vittorio Foa, Mario Levi, Sion Segre. Leone prend rapidement la direction des opérations. Impression de tracts, création de nouveaux articles, collage d'affiches. Le groupe tente d'alerter l'opinion publique. Le groupe agit en particulier à travers la publication des cahiers, les quaderni, destinés à propager la pensée antifasciste. Ginsburg écrit « Toute action politique, toute réflexion politique est aujourd'hui affirmation d'autonomie. Avec l'organisation clandestine, nous affirmons la liberté d'association. Avec les quaderni, la liberté de la presse. Avec le programme, la liberté de penser. » La figura di Leone Ginsburg è assolutamente decisiva. Innova anche sul piano, diciamo, delle ipotesi politiche di rinnovamento, la sua attenzione alle autonomie, la sua attenzione a forme della politica che in qualche modo non corressero il rischio del totalitarismo, che avessero dentro di sé la linfa vitale del rapporto con la società, del nascere dal basso, di, come dire, coagulare la spontaneità che dal basso proviene dalla società civile. Ecco, questa scommessa è una scommessa molto forte e trovarla nel cuore del Novecento oggi è veramente un po' straniante come situazione, perché il Novecento era il secolo dello Stato, della statualità. C'è una statualità politica che coinvolge sia i modelli democratici, penso al New Deal, sia i modelli ovviamente totalitari in cui lo Stato diventa quasi una divinità da adorare. La statualità non è così forte in Ginsburg e questo ne segnala, come dire, la novità, proprio perché lui è molto più attento a quello che nasce fuori dallo Stato, in istituzioni che nascono spontaneamente, autonomamente dal basso, che non a quelle che sono, diciamo, le istituzioni codificate. Parler de l'autonomie au sens premier, c'est affirmer la valeur morale de la politique, entendre que la lutte politique doit être en Italie l'instrument d'un renouveau de la société civile. Il ne sacrifie jamais un fait à ce qu'il pourrait considérer comme la puissance de son système. Il y a des penseurs de la politique qui sont des penseurs qui déploient d'abord leurs principes et qui ensuite, c'est les pires, vont essayer de passer le réel, au fil des principes. Et puis il y a des penseurs politiques ou des penseurs de la politique qui ont un ensemble de principes que leur rapport à l'histoire permet de corriger, d'affiner, etc. Au sens où les principes sont jamais, disons, des catégories qui écrasent ce que leur intelligence leur permet de distinguer. Ce qui est très très surprenant dans la manière dont il vit et il analyse la politique, c'est sa capacité à changer de point de vue. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Fermeté des principes et extraordinaire souplesse du point de vue. Et dans ses écrits de littérature, on peut trouver le même genre de binôme, un certain nombre de principes qui sont là dictés par le goût, parce qu'en plus de tout ça, c'est un homme de goût, un certain nombre de principes, et puis une grande attention à la circonstance et à la singularité des œuvres. C'est quelqu'un d'une extrême attention, ce qui est la qualité d'un historien, d'un critique, d'un philologue. Il a la même attention à l'égard des êtres et à l'égard des œuvres. « 1933. Poussé par Leone, Giulio Einaudi prend la décision de fonder sa maison d'édition. Il veut imposer la vision d'une pensée et d'une création comme possible force en résistance. Il s'entoure immédiatement de deux hommes dont il connaît la force et la complémentarité, Cesare Pavese et Leone Ginsburg. Leone assurera l'exigence éditoriale et une radicalité, une intégrité à toute épreuve. Giulio Einaudi fait aussi appel à Norberto Bobbio, le philosophe, et Massimo Mila, l'essayiste et futur grand musicologue. Il demande à Leone de diriger la revue La Cultura. Tout l'entourage, il gruppo, disons, le groupe,
partage une conviction, c'est que l'antifascisme peut avoir un volet politique concret, la lutte, mais doit avoir aussi un volet culturel. En janvier 1934, Léon adresse un courrier au président de la faculté des lettres pour l'informer de sa décision. Il ne prêtera pas serment de fidélité au régime fasciste. Croce n'est pas complètement d'accord avec la position de Léon. Partir, c'est aussi laisser l'université aux fascistes. Léon et Ginsburg refusent en conscience la dérive de l'État fasciste. Ils dénoncent le dévoiement de la citoyenneté et de la nationalité en un nationalisme antinational. Vittorio Foa dira de lui: Léon assumait la tradition italienne comme le fondement de son antifascisme. Il avait besoin d'avoir une identité nationale et de légitimer son antifascisme au sein de cette identité. Il était en quelque sorte en avance sur l'été 43, quand l'État s'était dissous et que les résistants essayèrent de reconstruire par la lutte l'identité nationale que le fascisme avait détruite. Léon redouble d'énergie. Il multiplie ses collaborations à des revues, commence à enseigner la philosophie et l'histoire à l'institut privé Domenico Berti. Un rapport de la police politique indique que Léon Ginsburg fréquente maintenant la maison du professeur Lévy, parce qu'il est amoureux de sa fille Natalia. Justice et Liberté a été infiltré par un écrivain à succès, connu sous le nom de Pitti Grilli. Celui-ci est chargé par la police politique fasciste d'identifier tous les membres du groupe. En mars 1934, à l'initiative de Léon, Sion Segre et Mario Levi partent à Lugano rapporter du matériel de propagande clandestine. Alors qu'ils reviennent, ils sont interpellés à la frontière. Mario Levi fuit. Léon est arrêté. Il est mis sous les verrous de la citadelle de Civitavecchia, le port au nord de Rome. Dans le dossier d'accusation, il est précisé: dénoncé au tribunal spécial pour responsabilité et délit dans le groupement Giustizia e Libertà et propagande antifasciste. En novembre, il est condamné à 4 ans de réclusion, avec interdiction de publier pour 5 années. Les autres membres du groupe poursuivent les opérations clandestines. C'est Vittorio Foa, devenu avocat, qui prend à la place de Léon la tête du groupe. Pitti Grilli, lui, continue de les surveiller et aucun aspect de l'activité de Giustizia e Libertà n'échappe à la police politique. Les comptes rendus de surveillance et les procès-verbaux se succèdent. On sait ainsi que Massimo Mila et Vittorio Foa ont trouvé un accord avec un groupe de résistants communistes pour organiser la circulation de tracts antifascistes entre la France et l'Italie. Le compte-rendu de surveillance des activités de Massimo Mila détaille ses compétences en matière politique et économique, ses publications sur la musique, ses rencontres avec Giulio Einaudi, chaque semaine, le même jour, à la même heure, Piazza Solferino. Concernant Franco Antonicelli, il est dit: dirige la maison d'édition Frassinelli et a surtout en charge les traductions en italien des œuvres littéraires étrangères. Ami intime Massimo Mila, en rapport avec l'antifasciste Barbara Alassone. Le 15 mai 1935, l'ensemble du groupe est arrêté. Pavese est placé en résidence surveillée à Brancaleone, près de Reggio Calabre, au plein sud de l'Italie. Il y arrive le 4 août, menottes au poignet, devant tous les habitants du village. Vittorio Foa est envoyé en prison à Rome, Carlo Levi en relégation à Grassano et Franco Antonicelli à Agropoli, des lieux très isolés du sud de l'Italie. Pénitencier de Civitavecchia.
Léone passe ses journées à lire. Il demande qu'on lui adresse des classiques italiens dont I Promessi Sposi, les fiancés, de Manzoni, qu'il lira cette fois de façon posée et ordonnée. Mais la note du préfet de Turin du 6 novembre émet une demande d'interdiction à tout envoi de livres à Léone Ginsburg. Le courrier ne formule en revanche pas de réserve sur la possibilité d'une correspondance entre Léone Ginsburg et Natalia Lévy. Léone écrit à Natalia. Chère Natalia, quelques minutes avant de recevoir ta lettre, j'avais reposé le rouge et le noir et je pensais à nous avec une tendresse teintée de mélancolie. J'avais passé ces derniers temps dans une anxiété profonde, car je ne recevais plus aucune lettre de toi. J'imaginais 1000 raisons qui devaient t'empêcher de m'écrire, mais je me sentais mal néanmoins. Je ne saurais te dire si je pense beaucoup ou peu à toi. À la fin du siècle dernier, les romanciers faisaient dire à leurs nobles héros « Je suis malade de toi ». Moi, je ne suis pas seulement malade, mais sain de toi, selon que penser à toi me réjouit ou m'inquiète. Le 13 mars 1936 prend fin la peine du détenu Léone Ginsburg. Le médecin a déclaré « L'état physique est bon, l'état psychique normal, peut donc retrouver du travail rapidement ». Le certificat de mise en liberté surveillée rappelle la condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est bien précisé que Léone est un citoyen italien d'origine israélite. Léone n'a plus le droit de sortir avant l'aube et doit être rentré chez lui au plus tard à l'Ave Maria. Il ne doit plus avoir d'activité politique quelle qu'elle soit et ne pas transférer sa résidence sans l'autorisation du juge de surveillance. Quant à Pavese, celui-ci a très mal vécu son exil. Le poète se considère moins impliqué dans la bataille politique que certains membres du groupe, en particulier Léone. Mais la punition lui a semblé excessive. À Brancaleone, Pavese a fini d'écrire son grand livre de poésie, Lavorare stanca, en ajoutant des poèmes sur la nostalgie de Turin. Et puis finalement, Pavese a cédé. En janvier 1936, il a demandé pardon au Duce. Léone fait preuve de grande indulgence. Venir à bout de la période de crise en se suffisant à soi-même, en subvenant aux besoins de la famille est déjà une entreprise difficile et méritoire. Ce n'est certainement pas en ce moment que les familles peuvent se permettre d'avoir un fils ou un petit frère qui ait des idées. C'est Luisa Mangoni qui m'a dit « il pensait à Pavese ». C'est possible, c'est possible. Mais de toute façon, disons, au-delà de liens personnels, il y avait, disons, un problème plus général, politique, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait à l'égard de ces gens? Les condamner ou essayer de, disons, les comprendre pour, disons, entamer une action politique clandestine, évidemment. Il y a quelques années, on a publié une interview dans le Corriere della Sera sur mon père et j'ai dit, mais je pense que mon père avait été surtout un philologue, c'est-à-dire que, philologue, c'est-à-dire pas seulement du point de vue technique. Il y a, si vous voulez, un double, disons, une asymétrie entre la sévérité à l'égard de soi-même et une attitude de
compréhension à l'égard de la faiblesse d'autrui. Tandis que très souvent, on a l'inverse. On pourrait interpréter ça du point de vue de la philologie, de cette notion élargie des philologies. C'est-à-dire que s'il s'agit d'essayer de comprendre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est très éloigné de nous, et ça, au fond, c'est au cœur du projet philologique, alors il faut aussi essayer de comprendre les gestes de ces gens. Face à la compromission de son ami et d'autres qui n'ont pas pu ni voulu renoncer à leur carrière universitaire, toujours, Léon essaie de comprendre. Pour beaucoup, l'inscription au parti, devenue quasiment inévitable, est le premier compromis avec leur propre conscience et sera leur premier remords. Pavese retrouve son compagnon Léon. La conversation reprend très forte entre les deux amis. Il allait chez Léon tous les soirs. Il accrochait au porte-manteau son écharpe lilas, son manteau à martingale et s'asseyait à table. Léon restait sur le divan, le coude appuyé contre le mur. Pavese expliquait qu'il ne venait pas chez Léon par courage étant donné qu'il n'en avait aucun. Il ne venait pas non plus par esprit de sacrifice. Il venait tout simplement parce qu'il ne savait pas comment passer ses soirées. Et il expliquait qu'il ne venait pas pour entendre parler de politique, car la politique, lui, il s'en fichait. Léon avait une capacité d'écoute incommensurable et infinie. Il pouvait écouter les histoires d'autrui avec une profonde attention, sans cesser pour autant d'être profondément absorbé par ses pensées. La sœur de Léon venait servir le thé. Elle et sa mère avaient appris à Pavese à dire en russe « J'aime le thé citron avec du sucre ». Dès l'été 1936, sur les ondes espagnoles, Carlo Rosselli a appelé les Italiens à la lutte antifasciste, aujourd'hui en Espagne, demain en Italie. Le 9 juin 1937, Léon apprend la mort des frères Rosselli, assassinés par des cagoulards français à la solde de Mussolini. Justice et Libertà est décapité. Très surveillé, Léon concentre toute son attention à mettre en place les collections de la maison d'édition Einaudi. Avec Cesare Pavese, ils vont pendant presque 4 ans lutter contre la censure et imposer des textes dont le propos participe à construire un langage contre la dictature. On doit à ces deux copains de lycée l'arrivée en Italie dans les années 30 de ce qui est considéré aujourd'hui comme faisant partie du patrimoine littéraire du 19e et du 20e siècle. Et leurs exigences philologiques était associé à un goût extraordinaire. I narratori stranieri tradotti rassemblera les textes fondateurs de la littérature contemporaine et européenne. La Biblioteca di Cultura Storica donne le ton en annonçant son premier livre sur l'Italie des Lumières jusqu'au Risorgimento. La collection des saggi, des essais, publie des auteurs très éloignés de la culture fasciste. Il primo della collezione Narratori stranieri tradotti ha uno slogan pubblicitario. Lo leggo. Libri per tutti, a prezzi popolari, magistralmente tradotti, presentati con vigile eleganza. Ovviamente gli slogan pubblicitari sono anonimi, però la vigile eleganza e tutto lo sviluppo di questa frase è come se portasse la firma di Leone Ginsburg. La direction de Ginsburg s'impose. Pointilleux sur chaque détail, il ne cesse de corriger, d'orienter, de remettre les auteurs à leur copie. En plus de leur travail éditorial, Ginsburg et Pavese traduisent des œuvres majeures. Tolstoï, Dostoïevski pour Leone, et pour Cesare, Joyce, Steinbeck, Gertrude Stein, Dos Passos, Melville. Dans sa préface à Moby Dick, Pavese écrit « Tradurre Moby Dick è un mettersi al corrente con i tempi ». Traduire Moby Dick, c'est une manière d'être contemporain, c'est-à-dire se mettre au contact des temps, à la hauteur des temps. Et se mettre à la hauteur des temps, en traduisant Moby Dick, c'est-à-dire, finalement, si vous me permettez, balancer la baleine blanche dans le régime fasciste, c'est un défi culturel, un défi linguistique. Et c'est ça la construction de la culture.
Vers 1930, quand le fascisme commençait à être l'espérance du monde, quelques jeunes Italiens découvrirent l'Amérique à travers ses livres. Une Amérique barbare et réfléchie, lourde de tout le passé du monde et en même temps jeune, innocente. Pendant quelques années, ces jeunes lurent, traduisirent et écrivirent avec le sens joyeux d'une découverte et d'une révolte qui indigna la culture officielle. Mais le succès fut tel qu'il contraignit le régime à tolérer pour sauver la face. La culture américaine nous permit pendant ces années de voir se dérouler comme sur un écran géant notre propre drame. L'Italie était devenue étrangère à elle-même, barbare, sclérosée. Il fallait la secouer, la décongestionner. Faire l'épreuve de l'étranger américain, c'était donner une leçon à l'Italie fasciste et à sa culture de mort. Ce qui est clair, c'est que pour eux, Pavese et Leone Ginsburg, construire une culture, c'était construire des conditions d'existence vivables supérieures et pas du tout enfermer les gens dans des bibliothèques. Au contraire. Que la culture, c'est une question de vie pour eux. Face à une situation politique qui se dégrade, Leone reprend son action subversive. Il est plus discret, mais les filatures recommencent. Début novembre 1937, un rapport de police relate que même s'il voit fréquemment Natalia, Leone est célibataire. Ses conditions économiques sont bonnes, il travaille. Selon ce rapport, Leone se montre obéissant à l'autorité, ne s'occupe pas de politique et ne manifeste pas de sentiments contraires au régime. Un mot rajouté à la main contredit, dangereux en politique. Beh, se ci pensate, tutti gli amori dei romanzi di Natalia Ginzburg nascono inspiegati e inaspettati. Sono dei personaggi di cui non ci viene mai detto che si innamorano, non ci viene mai detto che si piacciono, non ci viene mai detto che hanno qualche cosa in comune. E poi, a un certo punto dei romanzi, c'è uno stacco e scopriamo che quei due personaggi che ci sono stati descritti, uno al punto A e uno al punto B, si sono sposati. Le 12 février 1938, Leone Ginsburg et Natalia Lévy se marient. Le couple s'installe dans l'un des appartements familiaux de la famille Lévy, via Palamaglio. Cette année-là, sur les conseils de Croce, Leone établit pour la maison La Terza une édition critique de l'ensemble des canti de Leopardi. À partir des manuscrits originaux, écrits à l'aube de l'unification italienne, Leone donne à lire un langage propre, rappelant les récits de l'antique, l'humanisme heureux des Lumières. Chez Einaudi, Leone lance une nouvelle collection. Nuova raccolta di classici italiani annotati. E il primo numero di questa collezione fa epoca perché sono le rime di Dante a cura di un giovanissimo filologo, Gianfranco Contini, che legge Dante servendosi di quanto di più attuale c'era nella letteratura europea. È in questo modo che per Leone Ginsburg la filologia diventa un'arma politica. Le 18 septembre 1938, Mussolini proclame les lois raciales. Même si le Duce n'a pas vraiment voulu sur ce sujet se désolidariser du nazisme, dans une Italie qui n'a pas connu jusque-là l'antisémitisme, la soudaine décision d'une persécution raciale apparaît tragiquement. Le 5 janvier 1939, Leone Ginsburg se voit retirer sa nationalité italienne. Carlo, le premier fils de Leone et Natalia, naît en avril.
la famille s'agrandit un an plus tard avec la naissance d'Andrea. Le 10 juin 1940, l'Italie fasciste entre en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Le 16 juin 1940, la préfecture condamne pour la durée de la guerre Léoné Ginsburg à la relégation à Pizzoli, un petit village des Abruzzes. En août, Natalia obtient l'autorisation de le rejoindre avec les 2 garçons. Les conditions de vie sont rudimentaires. En hiver, un poêle à bois chauffe la salle où la famille se réunit. Léon et Natalia travaillent sur une grande table, les enfants jouent près d'eux. Le pré où courent Andrea et Carlo est un refuge, même si un jour, lors de la promenade du matin, ils y trouvent un cheval mort. On avait proposé à mon père de, disons, je crois avant l'entrée de l'Italie dans la guerre, de quitter l'Italie pour aller aux États-Unis. Mais il avait pensé que son poste était là, était en Italie, etc. Et il avait décidé de rester. On rejoint un problème qui évidemment est lié à sa place dans la société italienne. C'est-à-dire que d'un côté, il était né en Russie, juif, ce qui allait devenir important ensuite. Il était devenu citoyen italien lorsqu'il était jeune, et c'est Vittorio Foa qui m'a fait remarquer ça. Il s'est engagé dans l'action politique souterraine, clandestine, seulement au moment où il est devenu citoyen italien. Il y a eu un choix, c'est-à-dire qu'il était italien de choix. À Pizzoli, Léon est présenté à Vittorio Giorgi, un communiste, qui devient pendant sa relégation son plus cher ami. À la question de Vittorio, si les communistes entraient au gouvernement, quelle attitude adopteriez-vous en tant que Justice et Libertà? Léon y répond: J'ai un profond respect pour les communistes italiens. Ils ont rempli les prisons, ils ont combattu le nazifascisme en Espagne. Mais entre nous, il y a un pont infranchissable. Et ceci regarde le rapport entre socialisme et liberté. Même loin de Turin, Léon continue de travailler pour la maison Einaudi. Giulio lui confie le suivi des collections qu'il avait initiées, ainsi que des traductions à réviser et préfacer, du français et du russe vers l'italien. Chaque jour, l'envoi d'une cartolina permet à Léon de correspondre avec Turin, et les arguments littéraires masquent souvent d'autres messages qui échappent ainsi à la censure. Il encourage Einaudi à rester exigeant malgré la guerre, malgré l'intranquillité de Turin, malgré les compromis avec les commissions de censure. Einaudi répond qu'il manque terriblement de main-d'œuvre et que les heures se multiplient et ont un coût. Il s'impatiente, presse Léon de travailler plus vite. Léon revendique un temps qui lui est nécessaire. Il redit ses méthodes de traduction et d'écriture, ses exigences de correction et de lecture. Le problème, certainement, pour mon père, c'était de être présent nonobstant cette distance. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer d'une certaine façon parce que, évidemment, on a des moyens de communiquer, etc., qui à l'époque n'existaient pas. Mais c'est vrai qu'il y a, disons, cette image de travail acharné et ce souci pour les détails. Ça, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a ce côté artisanal qui je trouve frappant. Natalia a commencé sa traduction du premier tome de La Recherche du temps perdu que lui a confié Pavese. Léon poursuit sa correspondance avec Einaudi et ses traductions de Pouchkine, Gogol, Tourgueniev, Dostoïevski.
octobre 41. Alors que les nazis sont aux portes de Moscou, Léon écrit sur les héros de Guerre et Paix. Le devoir, au début de la carrière de Nicolas Rostov, est d'affronter la mort dans la bataille, alimentant en lui-même jusqu'à le rendre normal, un courage qui n'était pour commencer que le dépassement anxieux et ému de la peur. Guerre est le monde historique, paix le monde humain. Giulio Einaudi continue de s'inquiéter. Comment imprimer et distribuer les livres? Comment transporter les manuscrits? En l'absence de Léon, Einaudi fait appel à Jaime Pintor. Pintor permet à l'éditeur d'avoir des entrées au ministère. Il négocie avec la censure, parvient à faire en sorte que Primato, la revue culturelle fasciste, rende compte de certains titres publiés par la Casa Einaudi. Léon n'est pas toujours d'accord avec les choix de Pintor, et son intransigeance ne permettrait pas la même souplesse de négociation avec le régime. Mais l'estime des deux hommes est forte, réciproque. Ils sont d'accord sur l'essentiel. Nous n'avons pas besoin du romantisme, mais des Lumières. En janvier 1943, l'armée rouge défait l'armée italienne sur le front de l'Est. Le pouvoir de Mussolini est ébranlé. En février, quelques grandes figures du fascisme quittent le parti. De Pizzoli, les lettres de Léon continuent d'être imperturbablement rigoureuses. Depuis quelques mois, Léon s'est mis avec Natalia à l'exercice d'un travail commun, traduire les pensées du bonheur de Montesquieu. Le couple attend son troisième enfant. À Turin, Einaudi lance une grande collection de poésie contemporaine italienne. Loin de sa ville, Léon s'impatiente. Natalia met au monde une fille, Alessandra. En juillet, les troupes alliées débarquent en Sicile. Quelques jours plus tard, Rome est bombardée. Mussolini démissionne. Les pouvoirs militaires sont remis au roi Victor Emmanuel III. Le régime tombe. Léon écrit à Benedetto Croce. Le régime n'était donc même pas du carton-pâte, plutôt du papier vélin. Mais il n'y a presque pas lieu de se réjouir face à la tragique situation du pays. Ma libération traîne en longueur, car le commissariat de l'Aquila me considère encore comme étranger, et le nouveau ministère de l'Intérieur a bien d'autres choses à faire en ce moment que de s'occuper de moi. Je vous laisse imaginer le sentiment de mélancolie et de colère que me donne le fait d'être considéré comme un étranger dans mon propre pays. Le 6 août 1943, Léon est autorisé à quitter Pizzoli. Natalia et les enfants ne l'accompagnent pas. Léon arrive à Turin le 10 août et s'entretient immédiatement avec Giulio Einaudi sur les nouvelles collections. Il est nommé directeur des éditions. Pavese a fui à Serralunga et achève la réécriture de son recueil Lavorare stanca. Franco Antonicelli travaille maintenant à la création d'une nouvelle maison d'édition. Aucun signe de Carlo Levi, qui est encore incarcéré à la prison des Murate à Florence. Vittorio Foa, lui, vient de sortir après 8 années d'enfermement. Le 30 août, Leone Ginsburg prend ses fonctions à Rome via Offici del Vicario, où le bureau Einaudi a été transféré. Il nomme un comité éditorial et confie la littérature contemporaine à Cesare Pavese et Jaime Pintor. Il pense déjà à Elio Vittorini. À Rome, Léon retrouve d'anciens membres de Justice et Libertà qui ont fondé le Parti d'Action. Mené par Giorgio Agosti, un ancien camarade de lycée et de la revue Cultura, devenu un grand magistrat, le Parti d'Action apparaît à côté des communistes et des socialistes comme une vraie force politique du renouvellement. Mais à partir du 8 septembre, Léon Ginsburg disparaît. Il entre dans la clandestinité.
L'Italie a rompu avec l'Allemagne en passant du côté des Alliés. Le roi et le gouvernement ont fui, l'armée n'existe plus, les nazis occupent Rome. Des milliers de soldats refusent de se soumettre aux Allemands, ses futurs partisans rejoignent la résistance. Rome s'enfonce peu à peu sous la terreur nazie. On parle de fusillades, de rafles, de tortures. On déporte les familles juives. Le 12 septembre, Mussolini est libéré par un commando de parachutistes allemands. Hitler demande au Duce de créer une république fasciste dans le nord de l'Italie. Leone Ginzburg a pris le nom de Leonida Gianturco. Il organise et met en place les premiers numéros du journal L'Italia Libera, feuille clandestine du Parti d'Action, une arme de plus contre Mussolini et Hitler. Peut-être que là-dedans, il y a du Gobetti, peut-être que là-dedans, il y a du Croce, mais moi, je crois qu'il y a vraiment une constitution très singulière de son intelligence, de son rapport au monde. Il y a un côté, dans tout ce qu'il fait, d'athlétique. Enfin, il est capable de faire beaucoup de choses à la fois et face au même événement, ce qui est vraiment exemplaire. Leone Ginzburg porta il respiro di una riflessione cosmopolita, di una consapevolezza internazionale, di una cultura che in qualche modo si nutre di riferimenti che non sono quelli tradizionali italiani. Una cosa è sicura, cioè che Leone Ginzburg usa una parola di resistenza in quanto vuole difendere innanzitutto le parole dalla inesattezza, dalla sciatteria, dalla incuria. Natalia parvient à quitter clandestinement Pizzoli avec les enfants et rejoint Leone à Rome. Malgré le danger, elle ne peut empêcher Leone de se rendre tous les jours dans les locaux de l'Italia Libera, au sous-sol d'une imprimerie, via Bassento. C'est là que, sous le nom de Leonida Gianturco, il est arrêté le 20 novembre 1943. Leone Ginzburg est incarcéré avec les détenus politiques dans le quartier 13 de la prison de Regina Coeli, à Rome. Quando Leone entra in carcere, carico di cose che vengono consegnate ai prigionieri, Antonicelli lo incrocia, ma fingono di non conoscersi. Poi più tardi in una cella potranno abbracciarsi. Pendant plusieurs jours, Leone et ses compagnons organisent des débats et travaillent à penser l'avenir de l'Italie. Et puis, un matin de décembre, Leone est reconnu et dénoncé aux nazis qui viennent le chercher. E racconta Antonicelli, ci abbracciammo per l'ultima volta e lo vidi sparire. Dopodiché non seppi più nulla di lui per almeno un mese, finché un mio compagno lo incontrò e seppe che era stato picchiato duramente e gli era stata rotta la mascella, che era stato 2 giorni senza poter parlare e poi stava meglio e aveva mandato saluti ad Antonicelli e a Vinca tramite questo compagno. À la fin du mois de janvier, Leone, extrêmement affaibli par les tortures infligées, est transféré à l'infirmerie de la prison. Natalia n'a toujours pas obtenu le droit de lui rendre visite. Le 4 février, Leone écrit: Ma chère Natalia, mon amour, à chaque fois j'espère que ce n'est pas la dernière lettre que je t'écris, avant de partir ou en général. Et aujourd'hui aussi, il en va ainsi. Persiste en moi, après presque une journée entière, la joyeuse excitation qu'ont suscité en moi tes nouvelles, et la preuve tangible que tu m'aimes tant.
Les hospices ne sont pas joyeux, mais que veux-tu que je te dise? De toute façon, si jamais il me faisait partir, ne me suis en aucun cas. Tu es bien plus indispensable aux enfants et surtout à la petite. Et je n'aurais pas une minute de paix si je te savais exposé, pour qui sait combien de temps, à des dangers qui devraient bientôt s'arrêter pour toi, et non s'accroître toujours plus. Je sais de quel réconfort je me prive ainsi, mais ce serait un réconfort gâché par la peur pour toi et par les remords envers les enfants. Du reste, il faut continuer à espérer que nous nous reverrons, et tellement d'émotions s'arrangeront et s'atténueront dans le souvenir, formant d'elles-mêmes un tout devenu supportable et cohérent. Une des choses qui me font le plus souffrir, c'est la facilité avec laquelle les personnes autour de moi, y compris moi-même, perdent le goût des problèmes généraux face aux dangers personnels. J'essaierai donc en conséquence de ne pas te parler de moi, mais de toi. Au revoir mon amour, ma tendresse. Dans quelques jours, ce sera notre 6e anniversaire de mariage. Comment et où me trouverai-je ce jour-là? Et toi, de quelle humeur seras-tu alors? À l'aube du 5 février, Leone est mort. Seule Natalia a le droit de le voir.